Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journalistes, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Il y a 1 an et 20 jours, après des décennies de lutte féministe, l'Argentine légalise enfin l'interruption volontaire de grossesse. Dans la rue, des parades s'improvisent et des cris de joie et de soulagement sont poussés. Enfin, les femmes argentines accèdent à ce droit fondamental. Je me rappelle précisément avoir ressenti un lien de sororité très fort avec les Argentines à la vue de ces images. À cet instant, la condition de femme, ma condition de femme, me revient en pleine figure. Nous sommes prisonnières de notre fonction reproductrice. La peur de tomber enceinte alors qu'on ne l'a pas choisie, à un moment où nous n'avons pas la place pour un enfant dans notre vie ou avec un homme avec qui nous n'aurions pas décidé de faire un enfant, voire sans homme du tout, est paralysante. Je comprends donc parfaitement leur soulagement. Et je mesure la chance que j'ai de ne jamais avoir eu peur comme elles ont dû avoir peur jusqu'à présent. Car une grossesse non désirée pour elles, c'était au mieux la fin assurée de leur projet actuel de vie, et au pire un avortement illégal aux conséquences dramatiques. Qu'est-ce que la condition de femme quand elle vit dans un pays où une grossesse non désirée est une grossesse imposée? Car tomber enceinte peut bien évidemment arriver sans que cela ne soit prévu. Il y a tout d'abord l'enjeu de l'éducation sexuelle et de l'éducation à la contraception, qui sont des ressources auxquelles certaines femmes et hommes n'ont pas accès, pour 2 raisons principales en France. Un carcan moral religieux judéo-chrétien qui pèse sur notre société, et une pudeur mal placée de la part des éducateurs, que ce soit les parents ou l'éducation nationale. L'accès des femmes à ces informations est intimement lié à leur milieu socio-économique, ce qui constitue une double peine pour les femmes les plus précaires. Quand bien même une femme serait parfaitement bien instruite quant aux manières de prévenir une grossesse non désirée, il reste la place de l'erreur. Celle de l'oubli de sa pilule, celle d'un stérilet mal posé, celle du préservatif qui craque, celle du pourcentage de chances que la science nous fasse défaut, car aucune contraception n'est infaillible. On peut penser aujourd'hui que le droit à l'interruption volontaire de grossesse est un droit bien acquis dans les pays occidentaux, qui ont tendance à se vanter d'être en avance sur le reste du monde pour ce qui est du droit des femmes. Cependant, alors que l'Amérique latine semble aujourd'hui aller dans le sens des libertés des femmes à disposer de leur corps, on observe une régression de l'accès à l'IVG en Europe et aux États-Unis au cours de la dernière décennie, parallèlement à la montée des populismes. Pour prendre l'exemple de l'Europe. À Malte, l'IVG reste interdite. Elle représente un crime entraînant une peine allant jusqu'à 3 ans de prison pour la femme qui se fait avorter et pour toute personne qui serait impliquée. En Espagne, le gouvernement de Rajoy prévoyait en 2013 une réforme limitant l'accès à l'IVG aux femmes victimes de viols et pour lesquelles la grossesse représente de graves dangers pour la santé, ce qui aurait fait revenir l'Espagne 30 ans en arrière. Si le projet dans son intégralité n'est pas passé, une loi interdisant aux mineurs d'avorter sans consentement parental a été adoptée. En Slovaquie, 11 initiatives anti-IVG ont été avancées par des députés ultra-conservateurs depuis 2019. En 2020, la Pologne, elle, a jugé anticonstitutionnel l'avortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus. La clause de conscience qui permet au personnel soignant de refuser, au nom de croyances personnelles, la pratique de certains gestes médicaux, participe à ce recul de l'accès des femmes à l'IVG. À titre d'exemple, en Italie, le taux de médecins refusant de pratiquer l'avortement est estimé à 70% en 2018 et avoisine les 87% en Sicile. Avorter devient presque impossible. Plus généralement, le Conseil d'Europe dénonce des conditions trop restrictives d'accès à l'IVG au Portugal, en Hongrie, en Slovaquie, mais aussi hors de l'Union européenne, en Arménie, Macédoine, Géorgie et Andorre. Par exemple, les Portugaises qui souhaiteraient avoir recours à une interruption volontaire de grossesse doivent passer un examen psychologique approfondi et prendre en charge les frais liés à l'arrêt de la grossesse. Autant de restrictions qui contraignent les femmes à avorter clandestinement à l'étranger, et qui, en cas de complications à leur retour, ne se feront pas soigner, par crainte d'être condamnées par la justice. À l'heure de la pandémie de Covid-19, l'afflux de patients dans certains centres hospitaliers incite de nombreux hôpitaux à diminuer l'activité, voire fermer certains services de santé reproductive. En Slovénie, le gouvernement en a même profité pour limiter l'accès à l'avortement à celles dont la vie était mise en danger par la grossesse, en raison du risque d'infection lié au Covid-19 dans les hôpitaux. Ce recul du droit des femmes à disposer de leur corps en Europe ne résulte pas d'une pression de la part de l'opinion publique. En effet, selon un sondage Ipsos d'août 2020, le pourcentage d'Européens en faveur de l'IVG reste très élevé, atteignant 84% en Belgique, 87% en France, 83% en Espagne, 76% en Allemagne et 69% en Pologne. Il résulte de la pression d'hommes et de femmes ultra-conservateurs, religieux et réactionnaires au pouvoir. À mon sens, aucun discours n'est plus parlant pour comprendre pourquoi le droit des femmes à disposer de leur corps est si capital que la plaidoirie de Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny de 1972, qui inculpait 5 femmes pour avortement ou complicité à l'avortement.
Je vous laisse donc avec la conclusion de son exposé. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de notre corps, quand nous la formulons auprès de qui? Auprès d'hommes. C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous disons, nous les femmes, nous ne voulons plus être des serves. Est-ce que vous accepteriez, vous messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Cela est démentiel. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles dans lesquels on sème par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction, sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence, la liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi messieurs, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même? Nous n'avons plus le droit de l'éviter.